Aujourd'hui, je reçois Michel qui est CEO et cofondateur d'Airbyte. Airbyte, c'est un des outils d'ingestion moderne leader sur le marché. Ils ont été très souvent cités sur le podcast. On en a parlé avec Back Market, Voyage Privé, mais aussi plein de startups comme Choose ou Joko. Leur dernière levée de fonds en 2021 s'élève à 150 millions de dollars avec une valorisation à l'époque de 1,5 milliard de dollars. C'est ce qu'on appelle une licorne. Aujourd'hui, Michel va nous parler de la genèse d'Airbyte, de leur stratégie open source qui a été clé dans leur succès, mais il va aussi nous parler de leur positionnement actuel et nous partager sa vision sur les tendances qui impactent le secteur, notamment l'émergence de nouveaux besoins liés aux IA génératives et l'accélération des enjeux de souveraineté. Hello Michel, ça va ? Ça va super. Cet épisode est rendu possible par Airbyte. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse d'Airbyte pour commencer, s'il te plaît ? Donc mon cofondateur et moi, on se connaît depuis 2012-2013 et on a toujours fait des petits projets ensemble sur les 15 dernières années. Et en 2020, on s'est vraiment lancé sur un nouveau projet full-time, tous les deux. Et on a commencé donc janvier 2020, c'est là où on a créé la société et qu'on a commencé à faire un incubateur aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator. On a fait les 3 premiers mois là-bas et ensuite, sur l'année de 2020, on a fait pas mal de pivots, toujours en gravitant autour de la problématique de la data et de comment est-ce qu'on permet d'y accéder plus facilement. Et c'est vraiment en juillet 2020 qu'on a commencé à développer le produit Airbyte et qu'on a réalisé fin 2020. Ensuite, on l'a réalisé donc en open source et on a très très rapidement eu énormément de traction vis-à-vis de la communauté. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait aller sur GitHub, télécharger le code, lancer Airbyte et commencer à bouger de la donnée d'un point A à un point B. On a levé pas mal de capitaux à cette époque et en même temps, on se focalisait beaucoup sur la monétisation de comment est-ce qu'aussi on fait pas que de l'open source, mais on crée vraiment un produit au-delà de l'open source pour nos différents clients. Et juste pour comprendre un peu d'où ça vient, toi, tu étais entrepreneur du coup depuis le départ ou tu as d'abord bossé ailleurs avant J'ai bossé un peu avant, ailleurs. Ça fait depuis 2007 que j'ai fini mes études, mais j'ai toujours été dans l'environnement des startups. Quand j'ai bougé aux États-Unis, c'était en 2011. Pareil, j'ai rejoint une startup. Là, j'ai eu énormément de chance, c'est que c'est une boîte qui a extrêmement bien marché. On a été racheté, on a fait une IPO, etc., etc. Et ensuite, j'ai rejoint encore une startup beaucoup, beaucoup plus tôt et je faisais vraiment partie de l'équipe fondatrice de cette startup jusqu'à créer la mienne en 2020. Donc, si on revient un peu sur Airbyte, maintenant, je pense que c'est intéressant qu'on clarifie un petit peu la solution, notamment pour les membres de l'audience qui ne la connaîtraient pas. Tu peux nous expliquer un peu ce que propose Airbyte aujourd'hui ? Nous, on travaille vraiment dans tout l'univers de ce qu'on appelle l'infrastructure de la data. Donc, quand on pense infrastructure, en fait, il y a toujours 3 piliers. Que ce soit en dehors de la data ou dans la data, c'est toujours compute, la capacité à processer quelque chose, storage, qui est la capacité de stocker de l'information, et network. Dans notre cas, c'est data movement, c'est la capacité de bouger de l'information d'un point A à un point B. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se focalise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet de connecter et d'interconnecter des systèmes de data entre eux. Donc, si jamais c'est un cas d'usage d'analytics, ça va être comment est-ce que je connecte une base de données, un service SaaS ou autre à un data warehouse ou à un data lake. Donc vraiment comment on fait bouger cette donnée et on permet en fait à l'utilisateur final d'accéder à l'intégralité des silos de données pour dégager le plus d'informations possible. Et on a pris donc cette approche open source qui nous permet en fait d'adresser très très rapidement une infinité de silos de données. Parce qu'on n'est pas les seuls à travailler sur le développement de ces connecteurs, on est aussi beaucoup aidé par notre communauté qui nous aide à construire et à maintenir ces différents connecteurs. C'est un peu ce que j'allais te demander, un petit peu comment l'axe open source venait s'intégrer dans votre vision, dans votre stratégie. C'est le fait que vous ayez besoin d'avoir en fait des centaines de connecteurs pour pouvoir bouger la donnée de plein de sources ou vers plein d'outils. Et là, vous allez entre guillemets presque un peu décentraliser une partie des efforts auprès de la communauté grâce à cette approche open source. C'est ça. L'autre très grand bénéfice d'être en open source, c'est qu'en fait, le mouvement de la data, c'est vraiment quelque chose qui est ce que j'appelle un enabler. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, mais par contre, ça permet d'activer plein de fins sur les besoins que peuvent avoir les différents métiers ou les différentes équipes. Et en général, c'est un problème qui est approché par les ingénieurs en « je vais construire quelque chose de nouveau » plutôt que « je vais acheter une solution ». Et en étant open source, en fait, ça nous permet de court-circuiter ce besoin de construire. Et en fait, n'importe quel ingénieur à qui on demande, vas-y, j'ai besoin que tu me construises cette data pipeline entre A et B. Première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur Google, ils vont chercher comment je fais pour bouger la donnée d'un point A à un point B. Et ils tombent sur Airbyte.
Et du coup, open source, en fait, court-circuite le build qui se passe généralement dans les organisations. Et ça nous permet de rentrer très, très rapidement sur les projets de data parce qu'on est là dès le début, plutôt que d'essayer de comprendre où se trouvent les projets de data. Moi, lorsque j'ai lancé le podcast, c'était aussi à peu près autour de 2020 et Airbyte revenait super souvent en fait, dans les discussions. Et ce qui revenait le plus, c'était cet élément-là. C'était historiquement, il fallait qu'on build nos propres pipelines et donc presque un par source et qu'on les maintienne. Donc on avait une équipe de data eng associée. En fait, ça, c'était vu comme quelque chose de très coûteux et très complexe à maintenir dans le temps. Et quand des briques d'ingestion modernes sont arrivées comme Airbyte, qui te permettait finalement d'avoir un catalogue de connecteurs prêts à l'emploi que tu peux activer en quelques clics et en plus gratuit, ça a fait mouche sur le marché. Pour rentrer un petit peu plus justement dans Airbyte et dans le marché de l'ingestion, quelles sont les raisons principales pour lesquelles les entreprises décident d'utiliser Airbyte, surtout en comparaison peut-être des autres solutions qui existent sur le marché? On avait parlé lorsqu'on s'était appelé un peu de certains de vos concurrents, par exemple des Fivetran, des Talend, des Informatica. Quels sont les gros points de différenciation que va avoir Airbyte sur le marché? Il y en a vraiment 2 principaux, et c'est vraiment la thèse qu'on avait quand on a commencé Airbyte. La première, c'est ce que j'appelle la souveraineté de la donnée. Donc, dans les différents compétiteurs que tu as nommés, il y en a qui ont besoin, en fait, de voir la donnée pour pouvoir la bouger. C'est-à-dire que si jamais tu as, une base de données qui va contenir des données ultra sensibles et que tu as besoin de l'envoyer dans du Snowflake ou dans du Databricks, tu vas être obligé de leur envoyer la donnée et eux vont se charger de la loader dans ces différents systèmes. Sauf que cette donnée, elle est ultra privée, ultra sécurisée et beaucoup de sociétés, en fait, vont pas utiliser ce genre d'outils parce qu'ils peuvent pas se permettre de laisser un autre acteur accéder à cette donnée. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a poussé énormément Airbyte, c'est-à-dire qu'avec Airbyte et du fait d'être open source, du fait de pouvoir être déployé sur l'infrastructure de nos clients, on ne voit jamais la donnée. Donc on permet en fait à ces sociétés de totalement contrôler qui a accès à la donnée, où est-ce qu'elle va, et de ne pas avoir besoin de faire confiance à un acteur tierce. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'extensibilité de la plateforme, c'est-à-dire que la plupart en fait, tous ceux que tu as nommés vont avoir quoi? Un catalogue de 100, 200 connecteurs et puis voilà, c'est fini. Si jamais tu te retrouves à devoir intégrer de la donnée en interne, je sais pas, tu peux peut-être avoir ta propre API en interne, tes propres sources de données en interne, t'as pas le choix. Tu peux pas utiliser ces produits-là, tu vas être obligé de reconstruire un de ces produits pour pouvoir accéder à cette information. Et nous, ce qu'on a vraiment fait avec Airbyte, c'est aussi le côté communautaire, c'est tous les outils qu'on met en place pour construire et maintenir ces connecteurs, c'est vraiment créer cette machine qui permet en fait à n'importe qui de toucher n'importe quelle pièce de données dans n'importe quel système. Donc, c'est vraiment ce côté extensibility sur lequel on a énormément poussé et avec lequel on travaille tous les jours avec la communauté. Si on revient justement un peu sur la trajectoire, tu disais qu'il y a eu un moment où les usages avaient vraiment explosé. Est-ce qu'il y a eu un milestone clé qui avait été atteint à ce moment-là? Est-ce que justement c'est un moment où vous avez réussi à engager la communauté ou à un moment où vous avez atteint un certain nombre de connecteurs? Donc déjà, je vais dire que avec Airbyte, on l'a créé vraiment au bon moment. C'est-à-dire qu'on a été capable de surfer sur la vague de toutes les organisations comprennent l'enjeu de la data et surtout les outils ont atteint un niveau de maturité qui fait qu'ils peuvent vraiment déployer des ressources pour installer et pour revoir en fait leur stratégie de data. Il y a eu Snowflake, il y a Databricks, il y a BigQuery, etc., etc. Donc tous ces systèmes ont gagné un niveau de maturité qui a fait que les organisations ont investi dedans. Le problème, c'est que quand tu achètes ce genre d'outils, si jamais la donnée n'est pas envoyée dedans, ils sont un peu inutiles. Et c'est vraiment là qu'on va dire que la mayonnaise a pris, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de systèmes qui avaient été construits un peu patchwork comme ça. Et nous, on a permis en fait de créer un peu d'ordre là-dedans et surtout d'éviter ce que tu disais avant, de créer des énormes équipes pour maintenir ces connecteurs. En réalité, comme on a tout de suite beaucoup poussé sur l'extensibility, même si on n'avait pas le connecteur, c'était pas grave, parce que ces équipes prenaient Airbyte et construisaient leurs propres connecteurs. Mais au moins, ils n'avaient plus besoin de les maintenir tout seuls. Ils pouvaient le maintenir avec la communauté. Et les outils sont vraiment développés et designés pour que la maintenance soit la plus facile possible. Donc c'est vraiment ça qui a permis de grossir rapidement et de capturer autant du marché Oui, de la c'est data. ça. Parce qu'effectivement, même si tu es sur un connecteur qui n'a pas encore déjà été développé, donc dans tous les cas, tu aurais dû le développer. Là, tu dis, OK, je le développe, mais je le fais via Airbyte. Tu t'assures au moins que sur la maintenance sur long terme, tu seras peut-être pas le seul à le maintenir et que du coup, tu vas
quand même bénéficier à ce moment-là entre guillemets, d'un retour sur investissement. Exactement. Et j'ai vu que vous aviez lancé une deuxième version, vous aviez pas mal communiqué dessus, je crois que c'était l'année dernière. Tu peux justement peut-être nous illustrer un petit peu dans les grandes lignes les éléments sur lesquels vous avez travaillé et qui ont été released dans cette nouvelle version? Ouais, c'est marrant que tu l'appelles la deuxième version. Pour nous, c'était la version 1.0. Donc c'était vraiment, on est arrivé en fait à un seuil de maturité sur le produit où on était confiant d'aller au marché en disant qu'on avait atteint la version 1.0. Pour les développeurs, c'est très important d'avoir du 1.0 parce que ça veut dire qu'il y a des process qui ont été mis en place sur les releases, il y a des process qui ont été mis en place sur les migrations d'API, d'interfaces, etc. Donc en fait, ça rend la version beaucoup plus pérenne et beaucoup moins de risques que d'une version à l'autre, quelque chose casse. Donc ça a été vraiment un gros changement, c'est-à-dire que d'aller de 1 à 1.1 à 1.2 à 1.3 à 1.5, les risques de migration n'existent quasiment plus. L'autre chose qu'on a fait, c'est que on est vraiment arrivé à un niveau d'outillage sur la création de nouveaux connecteurs où même une AI en fait peut construire des connecteurs directement parce qu'on a un tel inventaire de connecteurs que l'AI peut apprendre sur comment est-ce qu'ils fonctionnent et peut en créer des nouveaux. Par exemple, on a réalisé le AI Connector Builder, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça y est, maintenant tu as un agent qui est capable de créer des connecteurs pour toi. Donc, en termes de gain de temps, d'efficacité, de coût sur tes équipes de data, bah, tu payes un agent pour le faire pour toi. Et ensuite, il y a eu vraiment le lancement de ce qu'on appelle nos Enterprise Connectors. Donc ça va vraiment être des connecteurs très, très spécifiques. On va taper sur du SAP, on va taper sur du Oracle, on va taper sur du NetSuite. Et là, ça a vraiment été un gros lancement parce que tout d'un coup, les besoins de compétences pour construire ces connecteurs deviennent vraiment importants et c'est surtout qu'il y a un énorme enjeu, plus que sur une petite API qui peut être construite. Là, on est vraiment sur des connecteurs qui doivent être béton tout le temps. Et ça a vraiment été un gros lancement. Et ensuite, c'était l'offre, ce qu'on appelle Self-Managed Enterprise, c'est-à-dire on a toujours eu la version open source, la version cloud, et là, on a vraiment lancé la version Self-Managed Enterprise. On avait déjà pas mal de clients dessus, mais on l'a vraiment mis sur le marché. Donc là, c'est vraiment toute la partie governance, toute la partie souveraineté de la donnée, c'est n'importe quelle boîte peut prendre Airbyte, l'installer chez eux, ils ont accès à du support, ils ont accès à des features sur les gestions d'équipe, le leadabilité de la plateforme, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment le gros launch de 1.0. Tu parlais un petit peu des sujets autour de l'IA générative, on en a pas mal parlé lorsqu'on s'est appelé, et tu m'avais dit notamment que s'il y avait une tendance dont on devait parler qui t'obsédait particulièrement en ce moment, c'était celle des IA génératives. J'étais curieux que tu nous expliques pourquoi. Quand on pense à la donnée aujourd'hui, ce qui a été fait sur les 20 dernières années, on a beaucoup travaillé sur la donnée structurée. C'est-à-dire que ça va être des CSV, ça va être des bases de données, ça va être des API, etc. Donc, chaque champ est associé à de la donnée. Ce qui se passe, c'est que cette donnée, ça représente, allez, on va dire 5% de la donnée qui existe dans le monde. C'est-à-dire que les organisations ont 95% de la donnée qui n'est pas touchée. C'est ce qu'on appelle la donnée non structurée. Et en fait, avec des technologies comme GenAI et compagnie, on est capable d'extraire de la structure de cette donnée non structurée. C'est-à-dire on est capable de toucher à de la donnée qui était statique, qui ne faisait rien, et on est capable d'en extraire de l'information. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de complètement révolutionnaire. Il y avait des boîtes qui le faisaient avant, sauf que ça nécessitait d'avoir des énormes équipes pour aller regarder de la donnée non structurée, pour injecter l'intelligence humaine sur la compréhension de cette donnée. Et là, on peut avoir des algorithmes et des systèmes qui peuvent le faire et l'automatiser, donc le faire à moindre coût. Oui, c'est les algos historiques de NLP, de Computer Vision qu'on connaissait, mais là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu que les organisations qui vont être capables de capturer la valeur qui est stockée dans cette donnée non structurée, c'est celles qui vont être capables d'avancer le plus rapidement. Pour moi, c'est un gros enjeu pour Airbyte, donc ça fait pas mal de temps qu'on travaille sur la donnée non structurée, mais aujourd'hui, on le voit encore que les gens pensent encore beaucoup données structurées, et quand on travaille, nous, par contre, avec des boîtes qui sont vraiment spécialisées sur l'AI, c'est là qu'on voit vraiment à quel point on est capable de générer de la valeur en donnant accès à cette donnée non structurée. Oui, donc c'est quand historiquement, vous aviez surtout des connecteurs, par exemple, qui étaient mis à dispo pour aller chercher de la donnée, mais avec des sources où ils avaient des modèles bien structurés. Là, c'est pouvoir ouvrir en fait maintenant des connecteurs qu'on n'imaginait pas du tout avant, quoi, où en fait on va avoir de la donnée non structurée, mais qu'on va pouvoir ensuite quand même restructurer au passage via le connecteur pour se l'emmener dans sa base de données. Exactement. Et il y avait un deuxième axe dont tu m'avais parlé qui était intéressant, c'était aussi celui des software engineers. Et ça, on en a parlé plusieurs fois sur le podcast. C'est un peu ce shift qui fait que aujourd'hui, l'IA, entre guillemets, est plus accessible en termes d'usage
aux software engineers parce que, en fait, on peut manipuler ces modèles via des calls API. Et donc, ça ouvre finalement tout un nouveau champ des possibles et aussi un peu un nouveau persona, entre guillemets, pour qui on peut construire des solutions data et IA. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous bossez? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que assez rapidement en 2021, on a commencé non pas à avoir que des data engineers qui s'intéressent à Airbat, mais on a commencé aussi à avoir des software engineers. Et en gros, la raison pour laquelle je fais la différence, c'est qu'un data engineer va plus être focalisé sur un cas d'usage interne, c'est-à-dire de l'analytics, ça va être peut-être de l'activation de données, alors que le software engineer est plus à construire un produit. Et en 2021, on a commencé à avoir un peu ces signaux sur le marché où en fait les software engineers nous disaient «Ah, c'est cool ce que vous faites pour les data engineers. Moi aussi, je suis en train de construire un nouveau produit, un outil de marketing, et j'ai besoin de me connecter à toutes les informations et les systèmes de marketing de mes clients». Et c'est là qu'on a commencé à avoir un peu le côté est-ce que Airbyte peut non seulement adresser le use case des data engineers qui ont besoin d'une solution en interne pour ingérer la donnée, à un outil qui en fait peut s'intégrer directement dans un produit et être mis directement en face des clients de nos clients. Et avec tout ce qui est AI, alors là, c'est vraiment le truc qui a complètement explosé, c'est-à-dire que il y a toute une nouvelle génération d'applications qui sont en train d'être créées. On va parler de Salesforce, mais derrière, il y en a une quarantaine qui sont en train de créer, qui ont une mentalité AI first. Mais en fait, toutes ces applications, elles ont besoin d'une chose. Elles ont besoin de se connecter à plein de systèmes. Aucun de ces produits va le faire eux-mêmes. C'est là que nous, on vient et qu'on commence à vraiment enable toutes ces organisations, toutes ces nouvelles startups, toutes ces nouvelles compagnies, même des fois des produits en interne, et qu'on leur donne accès en fait à des pipes qui peuvent être intégrés directement dans leurs produits. Il y a une autre tendance dont on avait parlé et que tu as déjà mentionné un peu plus tôt, c'était celle de la souveraineté. Tu disais que c'était quelque chose vraiment là qui revenait de plus en plus dans les échanges que tu as avec les entreprises, notamment en Europe. Tu peux nous en dire un peu plus? Moi, ça fait depuis 2007 que je travaille sur la data. Et en fait, c'était assez intéressant, c'est que j'ai vraiment vu la progression de comment le public, comment les organisations pensent à leurs données. Donc, j'ai envie de dire que 2011, c'était le Far West. Tout le monde faisait n'importe quoi, la data allait partout, ça leakait dans tous les sens, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, le public non seulement a réalisé que leur data devait leur appartenir, qu'il y avait vraiment, il y avait un, ouais, il y a eu GRPD, c'est GRPD, RGPD, ouais. RGPD, pardon, Ouais. c'est GDPR en en anglais. Il y a eu CCPA en Californie, il y a eu plein en fait de nouvelles régulations qui sont sorties sur la donnée. Et les sociétés se sont aussi rendues compte que la data qu'elles avaient, c'était vraiment une mine d'or. Et qu'avant, elles sous-exploitaient cette mine d'or. Mais par contre, comme c'est une mine d'or, ça perd de la valeur si jamais tu commences à donner accès à cette mine d'or à d'autres acteurs. Et c'est pour ça que le côté souveraineté devient de plus en plus important, c'est que toutes ces sociétés ont besoin de garder un contrôle extrêmement serré sur qui a accès à la donnée, comment est-ce que cette donnée elle circule, qui fait bouger cette donnée, qui fait du processing sur cette donnée, quel type d'information bouge d'un point A à un point B. Tu vois, les numéros de sécurité sociale, les numéros de carte bleue qui bougent d'un système à un autre, tu as envie de savoir que ça se passe parce que tu as peut-être envie de l'arrêter, ce flux de données. Et en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le passé et qui aujourd'hui devient de plus en plus important. Les gens ont de plus en plus de mal à faire confiance à un vendor tierce pour accéder à ces données parce que qu'est-ce qui se passe si ce vendor se fait hacker ou quoi et soudainement ils ont accès à toute cette donnée ultra sensible et moi j'ai pas le contrôle dessus. Donc ça c'est vraiment le côté extrêmement important de la souveraineté. Avec un impact direct, je suppose, au quotidien pour vous aussi, enfin dans la construction du produit, mais même dans les échanges avec les clients, dans ce que vous devez aussi montrer en termes d'auditabilité, de sécurité, etc., quoi. C'est ça. Pour conclure sur un axe un peu business, ça a l'air très dur de monter une licorne data et IA, en France en particulier, malgré le fait que ce soit un sujet extrêmement porteur, on en a encore peu finalement dans les licornes françaises. Il y a Dataiku qu'on peut mentionner, Mistral AI, il y en a peut-être une ou deux autres. Et je me demandais, est-ce que toi, tu attribues quand même une grosse partie du succès d'Airbyte au fait de l'avoir construit aux États-Unis? Tu penses que ça a été clé dans la trajectoire que vous avez eue? Ouais, complètement. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est l'accès aux capitaux. Ce que tu disais au tout début, c'est qu'on a levé 180 millions avec Airbyte. Et ça, c'est une levée de fonds que tu pourrais pas faire en Europe. La deuxième, c'est le fait que tout se passe en anglais, ça t'ouvre un marché directement global. Tu vas dire que il y a quoi? Il y a 300 millions d'habitants aux États-Unis, il y en a 70 millions en France. Juste en regardant la différence, le nombre de personnes, tu vois déjà que ton marché est plus grand ici que là. Et surtout, à partir du moment où tu as un marché qui fonctionne ici, il s'exporte très rapidement ailleurs. Alors que si jamais tu le fais en France, tu vas être sur la langue française, etc., etc. Tu vas, certes, tu as accès au marché européen, mais le marché européen est un marché extrêmement fragmenté. C'est-à-dire que tout le monde parle une langue différente, les lois sont différentes, les régulations sont différentes, et donc ça amène énormément de complexité. Donc,
pour moi, ça a été assez décisif là-dessus. Juste avant de conclure, est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? J'ai un livre que j'ai lu quand j'étais, c'était quoi? En 2014, qui s'appelle en anglais High Throughput Management. Ça a été écrit par l'ancien CEO de Intel et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait changer ma vision de comment est-ce que tu construis des équipes, comment est-ce que tu construis des organisations, comment tu construis des produits et vraiment, dès que j'ai quelqu'un qui a rejoint Airbyte, même dans le passé, quand j'avais des gens qui rejoignaient mes équipes, qui commençaient dans des rôles de management et autres, c'est toujours un livre que je leur donnais parce que certes, ça s'applique à la production de microprocesseurs, mais fondamentalement, construire du code ou construire des microprocesseurs, c'est un processus de manufacturing et du coup, ça reste très relevant pour le lecteur et c'est vraiment quelque chose que je conseille à n'importe qui veut monter une startup, qui veut manager une équipe, de lire. Excellent. Bah écoute, top, je mettrai ça en description. Écoute Michel, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast, nous parler de la genèse d'Airbyte, de nous parler du positionnement, un peu de votre aventure, mais aussi des grandes tendances. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode, mettez-nous un petit commentaire où que vous soyez, et puis je vous dis à bientôt. Merci Michel. Merci beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.